Bonjour à tous, je suis Yvan Gao, je suis avant-vente chez Vim et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va vous intéresser, on va parler d'immuabilité. Donc on va vous proposer de l'immuabilité sur deux types de stockage. Vous avez le stockage on-premise et vous avez aussi le stockage objet. Donc on va voir tout de suite cela sur deux vidéos. Donc j'ai séparé la présentation en deux. Donc sur la première partie, on va voir sur le stockage on-premise, donc le stockage que vous allez avoir chez vous. On a la possibilité justement de mettre un stockage immuable. Alors, que veut dire immuabilité? C'est tout simplement le fait de pouvoir écrire sur ce stockage-là. Et une fois que vous avez écrit la donnée sur ce stockage-là, elle ne peut être inaltérable ou la donnée ne peut pas être modifiée en écriture ou en modification. Voilà, donc ça va vous permettre de vous protéger contre les ransomware. Donc même si le hacker a accès, par exemple, à votre console Vim et qui veut supprimer les données ou il veut essayer de justement de crypter la donnée, pas de souci, puisque la donnée est protégée contre toute modification ou écriture. Bah, on va pouvoir justement vous protéger contre ce type de d'attaque. Voilà. Alors sur la première démo, je voulais vous présenter ça de manière très utile, c'est-à-dire que je voulais vous présenter comment mettre en place ce stockage-là, comment le configurer et justement vous voir à la fin que je vais essayer d'effacer la donnée et ça va pas être possible. Et sur la seconde partie, je vais vous montrer ça sur la partie stockage objet. Allez, c'est parti. Alors, là, c'est ma console Vim. Je n'ai pas encore installé de repository Linux. Donc, tout est basé sur le repository Linux. On a plusieurs plateformes supportées. Voilà. Donc, alors, est-ce que la vidéo est en lecture? Voilà, c'est parti. Alors, pour ma démonstration, je suis parti sur un OS Linux, donc sous format Ubuntu. Donc là, je vais afficher directement le Linux sur lequel je suis parti, donc avec le LSB release-A. Et donc là, voilà, je suis parti sur un Ubuntu de la génération 20. Voilà. Le noyau est en version 5.4. C'est important sur la démo. Comme ça, vous avez un noyau récent pour la démo et un noyau stable. Et c'est parti pour la création du repository. Alors, le repository chez Vim, c'est la cible du stockage pour la sauvegarde. Là, on voit que j'ai préparé une partition de 500 gigas pour cette démo-là. Donc, il s'agit de la partition SDB. Et je vais tout simplement créer une nouvelle partition sur ce SDB. Voilà, donc je fais un F-disk dans un premier temps et on va utiliser le gestionnaire des tables de partition avec cette commande et on va atteindre le disque SDB directement. Donc j'ai cliqué l'option M pour avoir toute la liste et aujourd'hui on va créer une nouvelle partition. Donc ça va être la lettre N. Vous voyez, ajouter une nouvelle partition. Et puis une fois que je vais créer la nouvelle partition, voilà, donc ça va être une partition primaire. Donc, je vais laisser les options par défaut pour prendre vraiment toute la volumétrie. Voilà, je fais juste entrée, entrée, entrée. Et une fois que la partition est créée, alors comme j'avais déjà fait des tests auparavant, c'est pour ça qu'il y a déjà une signature XFS, mais on va accepter la nouvelle signature. Voilà. Normalement, vous n'aurez pas ça si vous installez la première fois. Alors, je montre que la partition a bien été créée et donc voilà, ça a bien été monté sur le dossier dev et j'ai la partition en SDB1. Voilà, donc ça a bien été créé et je vais valider ma configuration. Donc je vais sortir du petit utilitaire et là pour la suite, on va directement alors je fais un part prop pour informer le système d'exploitation du changement d'étape de partition. Voilà, bon, pour dire que voilà, je valide de SDB. Et là, je vais faire un F-disk pour vérifier toute la table des partitions. Donc voilà, je vais juste vérifier que tout soit OK. Donc je fais un F-disk espace-L. Et voilà, donc ma partition est bien créée. Donc je peux continuer dans ma démonstration. Voilà, j'efface tout. On va partir sur un écran beaucoup plus propre. Et puis je vais créer ma partition au format XFS. Alors ça, cette note, vous le retrouvez directement sur notre Vim Help Center. Donc la commande, donc c'est le mkfs.xfs. Donc on va partir sur des tailles de blocs en 4096.
Donc le refling, c'est pour utiliser le fast clone. Alors le fast clone, c'est quoi? C'est tout simplement l'utilisation. C'est une fonctionnalité qui vous permet d'économiser de l'espace. La seconde, vous faites une première full et la seconde synthétique full fait la taille d'un incrément puisqu'on a déjà des blocs existants qui sont connus par le système et donc on va uniquement copier les nouvelles données. Voilà. Donc j'active le reflink et je lui dis que voilà, c'est sur le dev SDB1. Voilà, donc ça a été créé. Super, bonne nouvelle. Non, maintenant pour pouvoir l'utiliser, il faut monter la partition. Alors pour monter la partition, avant de monter la partition, je vais créer un dossier. Donc le dossier, je vais créer, je vais l'appeler repo XFS, tout simplement. Voilà, une fois que le dossier a été créé, donc je vais juste faire un ls pour vous montrer que le dossier a été créé sur la racine. Repo XFS. Après, vous pouvez le mettre où vous le souhaitez, hein. Ça, il n'y a pas de, y a pas de souci pour ça. Je vais monter la partition. Donc, je vais faire un mount directement du SDB1 sur le dossier que je viens de créer, sur le repo XFS, espace slash repo XFS. Alors, je vous fais justement une démonstration pas à pas, comme ça vous pouvez le reproduire chez vous et puis le mettre en place si vous avez justement un serveur avec des disques locaux disponibles dedans, bah, vous pouvez monter ce type de repository pour vous protéger contre les ransomware. Voilà. Donc ça y est, ça a été monté. Très bien. Alors, maintenant, ce que je vais faire pour que à chaque fois, si on doit redémarrer le serveur, je veux que cette partition soit montée automatiquement. Euh, et donc, je vais récupérer l'UUID de la partition. Voilà, et je vais mettre dans le dossier fstab. Voilà. Donc, j'utilise un éditeur de logiciel Nano, mais si vous en connaissez d'autres, vous pouvez utiliser Vim ou peu importe. Euh, Vous pouvez, voilà. Juste, on a besoin d'éditer ce fichier tech fstab et je vais le rajouter directement dans ce fichier-là pour que la partition remonte automatiquement à chaque fois. Alors, je récupère l'UUID. Voilà, c'est ça qui va être important. Et puis, je vais le configurer à chaque fois en mode XFS pour il redémarre en mode XFS à chaque fois. Voilà, on va vous laisser une copie des lignes de commande, comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Alors, je veux le dossier repo XFS. Je veux que ce soit format XFS et défaut 00. Voilà. Alors, une fois que ça a été monté ça a été écrit dans le dossier fstab, je vais rebooter la machine. Alors c'est pour ça que j'ai préparé une vidéo, c'est pour éviter de vous faire attendre à chaque fois. Voilà, je redémarre. Et donc la machine est redémarrée, je passe en mode route pour configurer tout ça correctement. Voilà, et donc je veux juste vérifier que la partition a bien démarré. Donc je vais faire un df espace-h pour vérifier le tirage pour le format lisible humain. Voilà, et donc la partition a bien remonté malgré le reboot. Voilà, donc ça a été configuré correctement. Maintenant, alors ce qu'on va faire, c'est que ce repository, on va l'accéder en mode user pour éviter les failles de sécurité et pas en mode root depuis la console Vim. Et donc, on va créer un nouvel user, un nouvel utilisateur. Et donc, pour cet exemple, je vais créer un nouvel utilisateur, le -m pour créer, tout son home avec tous ces documents. Et puis l'utilisateur, je vais l'appeler I love him. Voilà. Je modifie le mot de passe pour pouvoir y accéder plus facilement.
pour pouvoir connaître le mot de passe quand même pour pouvoir accéder justement login pour connaître le login mot de passe. Voilà, et une fois que j'ai tapé le mot de passe, je veux lui donner les droits pour accéder justement au dossier repo XFS. Donc, bah, je vais utiliser la commande shown grand R, donc l'utilisateur I love Vim, et je vais lui spécifier sur le dossier sur lequel je veux lui donner accès, donc qui est le slash repo XFS. Voilà. Donc là, je veux juste m'assurer des droits enfin les droits qui sont sur le dossier repo XFS. Je veux juste m'assurer que l'utilisateur I love him a bien été écrit dedans. Voilà. Donc je vais voir deux utilisateurs. Il y a l'utilisateur root classique et vous avez l'utilisateur aussi I love him. Donc voilà. Je vais pouvoir rajouter les informations dans le sous-doueur. Je veux juste lui donner accès justement à tout l'environnement. Donc je vais lui rajouter l'utilisateur ILoveVim que je viens de créer à l'instant et je vais lui donner les droits de pouvoir élever ses droits et de pouvoir configurer le repository, enfin de pouvoir installer tous les composants. Voilà, donc je retourne sur la console Vim. Donc là, je suis dans le backup infrastructure pour ajouter le repository. Et pour ajouter le repository, c'est simple. Donc c'est du direct attach, tout simplement un serveur avec des disques locaux. Bah, je lui ai créé le nom le nom du repository que j'ai appelé tout simplement Linux repo immuable. Next. Je vais aller chercher le serveur. Donc je rajoute un nouveau serveur. Je rentre son adresse IP. Et super important, puisque je vais accéder une seule fois en mode route, je vais utiliser tout simplement le single use, enfin le single, euh, enfin me connecter une seule fois en mode avec des droits, et ensuite une fois que il a utilisé, il a rentré, comment dire, il a installé tous ses composants, il a pu se configurer tout ça. Il va accéder uniquement en mode user. Comme ça, même si vous avez un cœur qui est rentré sur votre environnement de sauvegarde sur la console Vim, il ne pourra pas accéder en mode route sur le repository. Voilà. Donc là, il va installer tous ses composants. Voilà, il va installer le data mover. Une fois que ça a été installé, on va lancer un job de backup et on va vérifier que bah, on a bien écrit sur le repository et on va essayer justement euh, d'effacer un dossier pour la suite pour montrer que bah, ça fonctionne. Voilà, le data mover a été installé. Super. OK. Alors, je populate pour savoir qu'est-ce qu'il y a sur la machine. Donc, on a tous les dossiers qui sont là. Et moi, c'est le Linux repo qui va m'intéresser. Le dev SDB1, voilà, qui a les 500 gigas que j'avais créé au départ. Alors, je veux utiliser le fast clone. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour économiser de l'espace. La seconde synthétique full fait la taille d'un incrément. Et ici, je veux un dossier, enfin, je veux un fichier VBK par VM sauvegardé. Voilà, ça c'est pour plus de facilité dans le quotidien. Voilà, bah, j'ai déjà les composants qui existent, parce que j'avais fait le test juste auparavant. Et voilà. Allez, une fois que c'est fini, super, mon Linux est apparu. Là, vous pouvez le voir ici. Allez, dans Home, je vais créer un backup. Allez, je vais prendre une machine virtuelle. Alors, la machine la plus petite que j'ai, ça doit être, enfin sur Windows, ça doit être mon Active Directory, donc je vais sauvegarder ça.
Voilà. Retenez bien le nom du job de backup parce qu'on va, on va aller le lire ensuite sur le repository Linux directement. Voilà, je sélectionne l'Active Directory que je vous ai précisé tout à l'heure. Next, next, next. Voilà. Alors, je sélectionne le repository important, le repository immuable que je viens de créer quand même. Sinon, le test serait inutile. Voilà, donc la RGPD, c'est pour ça qu'on a cette fenêtre, on a cette fenêtre qui apparaît. Donc voilà, les données. De toute façon, c'est sur ma machine, donc c'est bien en France. Il n'y a pas de souci pour ça. Et puis, je vais lancer le job. Voilà. Donc, je vais laisser le job tourner, puis je vais retourner sur ma console Vim. Voilà. Je vous montre juste que le job tourne. Je retourne sur mon repository de Linux. Et bah, je vais juste vous montrer que quand on lance le backup, bah, il y a les fichiers de sauvegarde qui vont être créés dessus. Voilà, je vais lire ce qu'il y a dans le dossier repo XFS. Donc on a un dossier backup qui a été créé. Et dans le dossier backup, alors je vais aller dans CD backup. Et normalement, on a le nom du job de backup qui a été créé. Donc c'était qui était le Linux immuable. Voilà, backup job Linux immuable. Voilà, ça a été créé. Donc maintenant qu'on a vérifié que tout est OK, bah, c'est important d'enlever tous les droits de l'utilisateur I Love Him. Donc je vais lui supprimer les droits d'élévation de privilèges. Donc je vais aller sur le dossier sudoer et je vais tout simplement mettre la ligne que j'ai créée tout à l'heure en comment dire avec un dièse dessus pour le rendre en commentaire. Alors, on a bientôt fini, hein. Et après on passe sur la seconde démo. Alors, je veux tout simplement désactiver le SSH pour éviter toutes les failles de sécurité. Donc voilà, ça vous ferait le système CTL Disable SSH et aussi on arrête le service du SSH pour pouvoir y accéder. Comme ça, vous évitez toute problématique de sécurité, enfin vous renforcez votre sécurité sur l'atteinte du repository. Alors, une fois que le job de backup a été terminé, je vais tout simplement nous mettre dans la peau d'un hacker. Donc j'ai accès à la console Vim, mais comme j'ai pris toutes les mesures de sécurité, je vais effacer le disque dur, bah, si j'étais un hacker, pour ensuite m'attaquer à la production. Donc il y a la fenêtre de delete qui va s'afficher, et là, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut pas effacer la donnée tout simplement parce qu'elle est protégée contre toute modification. Voilà. Tout à l'heure, j'ai oublié de préciser qu'on avait mis l'immuabilité à 7 jours. Donc, vous pouvez effacer la donnée dans 7 jours, le temps que tous les backups quotidiennes se fassent, ou si vous avez des politiques de GFS. Alors, GFS, c'est juste une politique de sauvegarde qui vous permet de créer des sauvegardes sur le long terme, les hebdomadaires, les mensuels, les annuels. Voilà, ça marche aussi dessus. Et là, on me dit que donc comme j'ai créé pour 7 jours, c'est à partir du 15 juin. Donc c'est le 8 juin que j'ai créé le job de backup et donc c'est à partir du 15 juin que je pourrai effacer cette donnée. Voilà. Donc j'en ai fini avec cette première démo. Alors, je vais passer sur la seconde démo. Alors, pourquoi j'ai pris plus de temps pour la première démo? C'était pour vous montrer vraiment toutes les étapes pour créer justement votre repository Linux immuable. Et puis pour la seconde démo, donc j'ai une seconde vidéo qui va parler justement de toute la partie SOBR, Capacity Tier, Archive Tiers. Et dans cette vidéo, pareil, j'ai fait le même type de démo pour que bah, vous puissiez le réaliser aussi chez vous. J'ai tout simplement euh, fait la procédure étape par étape pour que vous puissiez justement l'implémenter chez vous. Alors, là, je vais tout simplement vous présenter le labo pour vous montrer. Alors, on est sur ma console Vim. Donc j'ai créé déjà un SOBR. Alors rassurez-vous, hein, vous avez toutes les étapes sur ma seconde vidéo qui va vous permettre de créer votre SOBR. Vous verrez, c'est hyper simple. Créer une bucket aussi, c'est hyper simple. Et donc je suis parti sur Amazon
AWS avec leur stockage objet, donc S3. Et vous avez aussi d'autres stockages objets. Si vous avez des services providers qui sont compatibles S3, vous allez aussi avoir cette immuabilité. Alors, sur le Sober, donc je suis dans Backup Infrastructure, je suis dans le Sober, mais au préalable, j'ai bien créé un bucket S3. Donc moi j'en ai créé deux, un pour le capacity tier, donc le premier niveau de stockage objet. Donc vous avez le S3 standard ou le infrequent access, et vous avez aussi de l'archive tiers. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est que dans ce stockage objet, vous avez les fonctions d'immuabilité. Donc, je vais vous montrer ça dans les propriétés. Alors, on rentre justement ces clés. Vous avez deux clés, donc ça, vous verrez toutes les étapes dans la seconde vidéo. Et sur la bucket, ici, vous avez l'option de rendre le stockage immuable. Voilà. Donc là, je l'ai mis à 7 jours. Vous avez aussi la possibilité de limiter la volumétrie que vous allez mettre sur le stockage objet. C'est pour éviter, si par exemple, vous avez calculé un budget pour 50 Tera, on va limiter, par exemple ici, la capacité à 50 Tera pour éviter d'avoir des surprises sur les factures. Voilà. Et ici, vous avez différents modes. Alors, vous avez plusieurs types de stockage objet. Vous avez plusieurs classes de stockage objet chez AWS. Pourquoi pour savoir comment optimiser les coûts. Alors sur le S3 standard, donc c'est le premier niveau, peut-être que le stockage coûte plus cher, mais vous avez moins de coûts de requête si vous avez besoin d'écrire ou de récupérer la donnée. Alors les coûts de requête, c'est tout simplement les requêtes que vous allez faire pour avoir des puts, des get, des listes, et donc ça a un certain coût. Donc c'est quoi le principe? Plus vous allez payer cher au niveau le stockage frontal, moins vous allez payer de coûts de requête. Et à l'inverse, moins vous allez payer de coûts de stockage en front. Par exemple, si on parle de glacier ou deep dive glacier, là, le coût du stockage va peut-être vous coûter 10 fois moins cher, mais vous allez avoir des coûts de requête qui vont être beaucoup plus élevés. Donc, choisissez bien la stratégie selon la fréquence de restauration que vous allez avoir et la fréquence des sauvegardes que vous allez avoir sur ce type de stockage. Et ici, le infrequent access, si vous cochez cette case, vous êtes obligé de payer 30 jours de stockage. Euh, voilà, le stockage en frontal va vous coûter un peu moins cher, mais vous êtes obligé de le garder pendant 30 jours. Voilà. Donc c'était ça que je voulais vous montrer. Et une fois que ça a été immuable, écoutez, c'est magique, même si on essaye d'effacer la donnée et c'est impossible d'effacer la donnée. Alors, vous avez quand même cette protection aussi que vous avez chez AWS, c'est que même, alors il y a deux modes, mais si vous avez le mode le plus strict, même l'administrateur AWS ne peut pas effacer les données du stockage objet. Donc vous avez vraiment cette protection contre les ransomware. Ou par exemple, il y a un second cas d'usage aussi, c'est que si vous avez des personnes malveillantes dans la société qui veut effacer la donnée, même si il a des droits d'administrateur, il ne pourra pas effacer la donnée. Voilà. Et je vais vous montrer ma configuration du Sober. Alors, voilà. Donc, pour renforcer la sécurité on-premise, vous pouvez avoir une copie on-premise et aussi une copie dans le stockage objet. Voilà. Vous avez cette option de copier. Une fois que la donnée a été écrite sur le stockage on-premise, vous avez aussi la possibilité de faire une copie sur le stockage objet. Comme ça, vous respectez la règle des 3-2-1. Donc, c'est 3 copies de la donnée, donc une en production, 2 sur la sauvegarde, sur 2 médias différents. Vous avez bien un média pour le on-premise, qui est le Linux Repository, et vous avez le second média qui est sur le cloud. Et comme si c'est sur le cloud, on respecte là aussi le dernier, le 1, qui est une sauvegarde externalisée. Et pour couronner le tout, bien évidemment, ces deux environnements peuvent être immuables et donc ça vous apporte une protection maximale contre les rançons logicielles. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer sur cette démo-là. Pour ma part, j'en ai fini. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à votre interlocuteur local. Et puis derrière, il vous mettra en relation avec un avant-vente si vous avez besoin de plus de questions dessus. Donc, je vous remercie et je vous retrouve sur la seconde vidéo. À tout de suite.